Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison des Rendez-vous Biblio. Durant la prochaine heure, nous découvrirons Margaret Cook, une femme à plusieurs facettes qui a beaucoup écrit sur Gore et Argenteuil durant le 20e siècle. Nous entendrons parler notamment de sa chronique Sunny Acres Sketches qui a paru dans l'hebdomadaire The Lachute Watchman entre 1949 et 1971, ainsi que de son roman Land Possessed. Pour nous faire découvrir cet auteur et sa signifiance pour la région, je suis en compagnie d'Hélène Beauchamp et de Jean-François Hamilton. Ensemble, ils ont écrit sa biographie intitulée « La vie comme elle est ». Ils ont également travaillé sur un documentaire, Le triomphe de la nature, portant sur l'histoire du territoire de Gore à partir du roman de Margaret Cook. Hélène, Jean-François, bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Avant de plonger dans l'univers de Margaret Cook, apprenons un peu à vous connaître. Donc, qui êtes-vous? Quel métier occupez-vous? Quelle est votre formation? Moi, j'ai enseigné dans le domaine du théâtre disons que j'ai un biais très, très favorable pour l'histoire. Sous toutes ses formes, sous tous ses aspects. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée chez Margaret Cook. Et vous, Jean-François? Moi, je travaille à Montréal dans un métier qui n'est pas du tout relié à l'histoire, mais j'ai une passion pour l'histoire. J'ai fait des études en éducation préscolaire et primaire à Saint-Jérôme, à l'UQO, mais je vis à Gore depuis 20 ans, puis depuis 20 ans, l'histoire de ma région m'intéresse. OK. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Moi, j'ai répondu à une petite annonce dans l'Express de Gore où on demandait une comédienne pour participer à une lecture théâtrale. Est-ce qu'on donnait le titre de la pièce à ce moment-là? Oui, je pense que oui. Oui. Et puis, j'ai laissé passer une première fois, puis là, j'ai revu l'annonce, je me suis dit, ah bon, personne n'a répondu au... Et puis, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je plonge, et c'est là que j'ai rencontré cette merveilleuse équipe pour cette lecture théâtrale de la traduction d'une pièce écrite par Dawn Stewart, qui avait été créée à Morin Heights en 2005, en anglais. Nous, on l'a fait en français, donc en lecture. Puis cette pièce est inspirée du roman historique de Margaret Cook, Land Possessed. OK. Et quelle était votre participation à cette pièce de théâtre? Moi, j'étais membre du conseil d'administration des Sentiers de Gore, puis on était ceux qui organisaient la pièce. Oh, lui, il jouait un mauvais garçon. Oui. Lui, il jouait un des mauvais garçons de la pièce de théâtre. Moi, j'étais la femme du maire, donc très sérieuse, très traditionnelle, en même temps que très protectrice de sa fille, qui allait se trouver dans une très, très mauvaise situation, tombant en amour avec quelqu'un d'une religion différente, d'une langue et d'une culture différente. Situation très dramatique. OK. Et comment avez-vous entendu parler de Margaret Cook pour la première fois? Moi, c'est quelques années après avoir déménagé à Gore en 2001. Peut-être en 2002-2003, j'ai des voisins qui m'ont prêté une copie du roman Land Possessed de Margaret Cook. Puis c'est la première fois que j'entendais ce nom-là, que je lisais des écrits de Mme Cook. Donc, c'est la première fois, 2002-2003, que j'ai entendu parler d'elle. Et vous, Hélène? Ah ben moi, c'est au moment de la lecture de la pièce, donc écrite à partir du roman. C'est à ce moment-là. Et puis, les choses se sont enclenchées et là, le projet du film est arrivé. Et puis, comme je me sentais très bien en compagnie de ce collectif de création, je sais pas, les choses se sont faites comme naturellement. Puis, je me suis retrouvée avec eux. Et là, celui qui était le grand responsable de la caméra, Daniel Voyer, notre cher Daniel Voyer, il m'a dit, toi, Hélène, tu vas être comme le fantôme. Margaret Cook, fantôme, qui circule dans tout ce paysage de Gore, d'Argenteuil. Voilà, donc je me suis dit, d'accord, je vais faire un fantôme. Et puis, ça, c'était au niveau de l'image. Et on m'a confié aussi la lecture en voix off des textes de Margaret Cook qu'on avait retenus, Jean-François, moi et d'autres. Un grand travail de recherche, d'archives. Oui, gros travail de recherche, de lecture, donc de ses chroniques et tout. On a choisi des textes. Là, ici, on parle évidemment du documentaire Le triomphe de la nature. Oui, c'est ça. Oui, le film, c'est ça. Oui. OK. D'où est venu le titre du documentaire Le triomphe de la nature? Bien, ça vient du titre de la pièce de théâtre de Dawn Stewart, Nature's Victory, Le triomphe de la nature.
qui vient du titre d'une toile de Patricia Good, qui était une grande amie de Margaret Cook, qui s'intitulait Nature's Victory. Et oui, c'est ça, donc peintre, habitant à ce moment-là Shrewsbury. à Shrewsbury, qui a illustré aussi le roman. Tous les dessins dans le roman sont de cette peintre de Shrewsbury. Il y en a plusieurs d'ailleurs, oui. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui ont été reproduits aussi dans la biographie. Mais oui. Oui, oui. En effet, il y a beaucoup de photos. Elle enseignait la peinture aux gens de la région là, dans les années 60-70. OK. C'est ça, Patricia Good. Et on a eu le bonheur aussi de travailler avec sa fille. Mais oui, ça c'est une belle surprise. La fille de Patricia Good on l'a invitée à nous rencontrer à la ferme Kerr. Puis lorsqu'elle est arrivée, elle a sorti une enveloppe. Puis dans l'enveloppe, il y avait les dessins originaux de Patricia Good qui ont été utilisés dans le roman Land Possessed. OK. Oui, quel bonheur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en apprendre plus sur Margaret Cook? Alors écoute, on rencontre une histoire, l'histoire de la région. On rencontre par cette histoire de la région ceux qui ont, dans le fond, créé cette région, qui l'ont inventée au fur et à mesure de leur implantation dans la région. Et là, on se dit, mais pourquoi cette femme-là s'est intéressée à ça? Pourquoi est-ce qu'elle a pris le temps d'écrire, d'abord, de rencontrer les gens, d'écrire leur histoire, mais de façon fictive, mais de façon suffisamment inscrite dans l'histoire pour que ça ait des racines profondes dans tout le territoire. Alors, c'est qui cette femme? C'est ça. D'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait dans la vie? Comment se fait-il qu'elle ait choisi de raconter ça? Dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui pousse parce qu'elle a les deux chapeaux, romancière et historienne. Donc, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir jumeler ces deux forces-là pour écrire un roman aussi prenant et tellement riche qu'on a pu en faire une pièce de théâtre, puis ensuite un film? Alors voilà, donc là, on est parti à la recherche de Margaret Cook. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, interpellé, c'est le fait qu'il manquait tout un pan de son histoire. C'était comme un casse-tête à résoudre. On avait juste le roman au départ, puis après ça, il fallait retracer chacune de ses chroniques, puis c'était comme si il y avait une couche, une épaisseur de plus au niveau de notre connaissance de qui elle était. En lisant ces chroniques-là, on finissait par la découvrir, puis maintenant, on a passé à travers toutes les chroniques, puis maintenant, on a un portrait vraiment plus global, plus complet de qui elle était comme personne, qu'on n'avait pas au début quand on avait juste le roman. Parce que la grande difficulté, c'est ça, c'est que, d'abord, on n'a jamais rencontré cette personne-là en chair et en os. Sa fille est décédée avant que moi je la rencontre. Je l'ai rencontrée, mais par le biais de Facebook. On ne l'a jamais rencontré, sa fille, en personne. Donc là, c'est toute la difficulté de la chose. Comment connaître cette femme? Et alors là, dans la lecture des chroniques qu'on a faites, c'est ça qu'on cherchait. On cherchait, enfin, à la connaître. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelles sont, bon, d'abord, les indiscrétions sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est très pudique dans ses chroniques par rapport à elle-même. Mais elle en dit suffisamment pour qu'on comprenne ce qui l'intéresse dans la vie, ce qui la choque dans la vie, ce qui la fait, tout ce qui la nourrit dans la vie. Qu'est-ce qui la nourrit, justement? Qu'est-ce qui la nourrit dans la vie? La nature, l'histoire, des choses qui nous nourrissent nous-mêmes. Donc, il y a comme une affinité qu'on a avec elle, là, parce qu'elle s'intéresse à des choses qui nous intéressent aussi, là, à résoudre un peu le mystère des premiers habitants de Gore, la nature de Gore, des lieux. Moi, en tout cas, moi, je pense que c'est ce qui la nourrissait beaucoup. Oui, c'est ça. Puis aussi, bon, elle écrivait dans un journal qui s'appelle De la Chute Watchman, qui paraissait une fois par mois. Sa chronique paraissait une fois par mois. Mais entre ces chroniques, elle marchait dans la ville de la Chute, cette femme-là. Elle marchait dans les environs de Gore. Elle allait tout autour, elle allait au Berge Kerr. Elle rencontrait les gens qui lisaient ses chroniques. Donc, elle était nourrie par ça aussi. Quelqu'un lui disait à un moment donné, « Vous n'avez jamais parlé des oiseaux. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des oiseaux et vous parlez toujours des fleurs, des plantes, des arbres? » Ah, se dit Margaret Cook, donc ce serait peut-être intéressant que je m'intéresse aux oiseaux. Elle était à l'écoute de sa communauté.
Tout à fait, mais oui, c'est ça, tout à fait, à l'écoute de sa communauté. Plus qu'à l'écoute, elle était très consciente politiquement aussi de ce qui se passait dans sa communauté. Elle interpellait les gens du conseil municipal de Gore. Elle leur disait comment ça se fait que les chasseurs peuvent marcher impunément pendant tout l'automne sur les chemins et les sentiers de Gore. Nous, on est obligés de rester à l'intérieur de nos maisons parce que les chasseurs sont là avec leurs fusils, tirent sur n'importe quoi. Donc, elle interpellait les élus en espérant qu'ils aient le cran de poser des règlements, etc. Donc, oui. Est-ce que c'était courageux de sa part de faire ça justement dans un temps où les femmes n'avaient pas vraiment, je ne sais pas si c'est une question de droit, mais elles n'avaient pas la même place que les hommes dans la sphère publique? Elle savait comment le faire, elle le faisait avec beaucoup, c'est ça, elle écrivait avec beaucoup de retenue, tout en disant toujours ce qu'elle pensait profondément, ce qu'elle pensait fondamentalement, mais elle le faisait. Oui, c'est ça, c'était une diplomate, probablement une diplomate dans l'âme. Bon, par exemple, elle disait « Oui, je suis une royaliste. Pour moi, la reine est très importante. » Et quand le Saint-Laurent, la voie maritime a été inaugurée en 59, oui. C'est ça. Alors là, les gens lui ont dit « Mais vous êtes royaliste, vous aimez beaucoup la reine d'Angleterre, mais pourquoi n'étiez-vous pas à l'inauguration? » Elle dit, oh, moi, vous savez, les foules, le popcorn, les enfants qui crient, ça ne m'intéresse pas. Mais oui, je suis profondément royaliste. Donc, c'est ça, elle savait doser son écriture par rapport à ses lecteurs, ses lectrices. Voilà, oui. Le titre de sa biographie, c'est « La vie comme elle est ». Comment avez-vous choisi ce titre? Écoute, c'est en lisant ses chroniques, je me suis dit que c'était une citation de Margaret Cook qui disait « Life as it is and not as you would wish it ». La vie comme elle est et non pas comme on aimerait qu'elle soit. Et ça, c'est, je pense, tout ce qui l'a toujours guidée dans sa vie, parce qu'on a toujours des déceptions dans une vie, quelle qu'elle soit. Dans sa vie, dans son écriture... Donc, ne pas tricher, regarder les choses en face, mais voilà, comment dire, en se disant oui, la vie est belle, mais voilà, la vie comme elle est, sans fioritures, sans tout ça. Ouais, c'était une femme très droite. Elle était donc, elle fréquentait l'église anglicane. Mais elle avait été élevée par sa grand-mère qui, elle, était Quaker. Et elle a toujours été très marquée par la pensée Quaker qui voit justement Dieu dans la nature, pour qui la nature est très importante et qui souhaite toujours la paix entre les personnes, dans les sociétés. Donc, cette grand-mère Quaker était très importante pour elle. Par rapport à l'Église anglicane, elle a toujours été présente dans l'Église à Gore, la petite Église Holy Trinity à Gore. Est-ce qu'elle existe toujours, cette Église-là? Oui. Oui? Oui, elle est toujours là, oui. Enterrée. Holy Trinity, oui. Elle est enterrée derrière l'Église, d'ailleurs. Sa pierre tombale est située dans le cimetière de l'Église. OK. Oui, une très belle pierre tombale qui est une roche. Oui, c'est une pierre qui a été... ils ont choisi la pierre vraiment de façon très... ils ont vraiment ciblé cette roche-là parce que M. Cook avait des connaissances au niveau de la géologie un peu, puis il disait que cette pierre-là provenait d'un glacier, c'était comme un bloc erratique, qui avait des propriétés particulières qui ne ressemblaient pas à aucune pierre de la région. Donc, la famille a choisi Harold et elle sur le terrain. Sur le terrain de Sonny Acres. Oui. Monsieur Cook, on parle du mari. Du mari de Mme Cook. Les deux ensemble, ils ont choisi cette pierre-là pour leur pierre tombale. Puis elle a été gravée à Grenville, puis installée sur le lot du cimetière. Ils ont même dit il me semble qu'elle a écrit qu'ils ont mis 3 ans d'efforts pour sortir. Oui, puis même leur fille les a aidés à sortir la pierre, puis ça a pris beaucoup de travail, de labeur pour la sortir du sol. Oui, donc c'est vraiment une pierre tombale unique. OK.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son enfance, son adolescence et sa vie adulte avant de devenir auteur? Et quelles sont des choses durant cette période de sa vie qui ont eu une influence sur ce qu'elle deviendrait? Sa mère qui meurt quand elle a 4 ans, ça c'est important. Quoi d'autre qui est arrivé? L'importance de sa grand-mère. Donc, elle doit quitter la maison familiale jeune pour aller étudier à Granby. Granby, où elle a une tante qui habite là, une sœur de sa mère. Mais c'est ça, elle fait des études primaires, secondaires dans la région de Granby. Elle dit qu'elle aurait souhaité être médecin, mais que son père a estimé que non, ce n'était pas une profession pour une femme. Et je souligne que 1869, l'année de publication du roman Land Possessed, 1869, c'est l'année de naissance d'un personnage important pour la région de Argenteuil. Cette femme, je le pose en devinette, cette femme qui voulait faire une formation en médecine, mais qui a été refusée à McGill. Est-ce que c'est Maud Abbott? Elle s'appelle Maud Abbott, c'est ça. Donc Maud Abbott est née en 1869, l'année où commence le roman Land Possessed. Donc c'était, dans le fond, le même genre de réaction. La médecine, ce n'est pas pour les femmes. Il n'y a pas de place en médecine pour les femmes. Qu'est-ce qui était, comme souvent c'était le cas à cette époque, au début du 20e siècle, qu'est-ce qui était accessible? C'était l'enseignement. Elle est anglophone, elle naît dans les cantons de l'Est, elle est anglophone, donc elle vient étudier à McGill, qui a à ce moment-là son école normale ou son école de formation des maîtres à Sainte-Anne. De Bellevue, McDonald School for Teachers, qui existait à cette époque-là. À Sainte-Anne de Bellevue. Donc elle fait sa formation là. Et son premier poste, dans le fond, c'est à La Chute. Elle a son premier poste à La Chute. Est-ce que c'est son premier contact avec la région ici? Ah, alors là, vous savez, moi, j'ai eu tellement envie d'écrire le roman de Margaret Cook et non pas sa biographie. Écrire le roman de Margaret Cook parce que son père était, comment il dit ça en anglais? Homme d'affaires, driver. Oui, c'est ça. C'était un marchand de bestiaux. Et il était, c'est quoi l'expression en anglais? Il se promenait, donc il voyageait avec ses troupeaux pour aller les vendre aux différents marchés. La Chute, à ce moment-là, a une foire agricole très importante. Alors moi, je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que son père soit venu à La Chute, avec elle ou sans elle, pour acheter, vendre vaches, bœufs, etc. Je ne sais pas. Mais je me suis fait un petit peu cette illusion-là, à un moment donné, cette imagination-là, qu'elle serait peut-être venue à La Chute à cause de la foire agricole. Et d'ailleurs, elle le dit, elle l'écrit, « J'aime beaucoup les vaches. J'aime beaucoup... quand elle était à La Chute, elle a toujours aimé aller à la foire agricole de La Chute. Donc, elle arrive à La Chute. La Chute est une ville anglophone. Elle est anglophone. La Chute est une ville irlandaise. Elle est irlandaise d'origine. On ne l'a pas dit. Elle est irlandaise d'origine, très fière de ça. À La Chute, il y a même comment ça s'appelle encore? Les lieux de rencontre des Irlandais. Il y a une loge orangiste à La Chute, comme il y a une loge orangiste à Shrewsbury. Donc, elle est, dans le fond, dans son domaine à elle, culturellement. Plus là que dans sa ville natale. Non, ça allait bien par rapport à sa ville natale aussi. Mais je veux dire, c'est ça. Elle se trouve dans une culture où elle se trouve des affinités. C'est ça. Ensuite, elle va continuer à enseigner dans les Laurentides, mais elle va aussi aller enseigner dans l'Outaouais. Oui. Sheensboro, à Shawville. Shawville, qui est aussi une ville très irlandaise aussi. Donc, c'est un peu ça, le filon, si on veut, de... Mais son attachement à La Chute, je pense que ça vient du fait qu'elle enseignait à des élèves qui, eux, venaient de Gore, de Shrewsbury, pour leur éducation supérieure, parce qu'elle enseignait au La Chute High School, La Chute Academy, qui est devenue la High School. Ouais. Puis elle est devenue amie avec ses élèves avec le temps. Donc, puis aussi ses collègues de travail.
le chef des pompiers de la chute qui s'appelait, c'était quoi son nom? Celui de qui elle a acheté, d'ailleurs. Qui était le propriétaire de Sonny Akers avant elle. Lui était le chef des pompiers, puis sa femme était enseignante avec Margaret Cook, qui était Ivor Neal à l'époque, au Le Chute High School. Okay. Donc, elle faisait des voyages en voiture avec eux, eux venaient à Gore en voiture en 1918-1922. Elle en fait mention dans une de ses chroniques où est-ce que c'est comme une grande aventure partir de la chute pour aller là-bas parce que la route est très chaoteuse. Puis c'est comme ça qu'elle découvre la région. Je pense qu'elle tombe en amour avec le paysage de Gore. Oui, c'est ça. Ce qui la frappe, c'est ça, c'est que la chute Argenteuil, Gore, est installée, dans le fond, sur les plus vieilles roches du monde. C'est ça qu'on dit des Laurentides, que c'est le bouclier canadien et que c'est les plus anciennes roches du monde. Et ça, ça lui parle. OK. Puis moi, je me disais, dans le fond, on vient au monde dans une géographie, comme on vient au monde dans une famille, mais cette géographie-là dans laquelle on vient au monde peut ne pas nous convenir. Et si on a de la chance, ou si on travaille très fort, on peut finir par trouver la géographie qu'on aime, qui nous convient, qui nous fait du bien, où on se sent bien. Et quand elle a découvert, c'est ça, la chute, Gore, c'est ça qui est arrivé pour elle. Il y a eu une communication, puis elle a dit oui, c'est ça. Elle a ressenti ce que vous décrivez au point tel que d'acheter une ferme dans la région, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, c'est la ferme de Sonny Akers qui appartenait à George Deacon et sa femme, Madame Deacon, qui était enseignante avec elle. Puis c'est une vieille ferme construite par des pionniers de Gore, la famille Strong, en 1840. Donc c'est déjà un vieux bâtiment avec une centaine d'acres. Puis en 1942, elle en fait l'achat en son nom propre. Hein. Son mari, il n'est pas sur l'acte notarié, ce qui est assez surprenant pour une femme à l'époque, qui est une femme mariée. Puis elle l'a acheté, elle avait déjà arrêté l'enseignement quand elle s'est mariée en 1930, je crois. Donc là, elle n'était plus enseignante. Et puis sa fille, Elizabeth, est née en 1940. Donc la maison vient dans sa vie là, en 1942. Là, elle en fait possession. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire cet achat? Bonne question. Question d'affinité, question de choix, question... Parce qu'elle habitait à Saint-Lambert, officiellement. Parce que son mari travaillait dans les écoles sur la rive sud de Montréal, dans Saint-Lambert, était directeur d'école et tout. Donc oui, c'était normal d'avoir... Ouais, c'est ça. Donc ça devient... Mais moi, je pense que si elle a choisi cette maison-là, c'est parce qu'elle la connaissait déjà avec les Deacon. En étant venue plusieurs fois, il devait sûrement venir passer la fin de semaine dans cette maison de Sonny Akers. Okay. Donc, pour moi, je pense que c'est clair qu'elle avait déjà un œil là-dessus à force d'y passer beaucoup de temps. Là. Puis là, elle rencontre la famille des Kerr à l'auberge Kerr, où elle va très, très, très régulièrement prendre ses repas. Elle rencontre la famille Kyle aussi. Elle rencontre tous ces gens-là à qui elle parle, qu'elle a beaucoup de plaisir à côtoyer, pour se rendre compte finalement que ces gens-là ont des ancêtres qui ont été les premiers, donc les pionniers de cette région-là. Et là, elle leur pose des questions et c'est là que toute la flamme de l'histoire naît aussi. Et elle travaille dans le fond comme une archéologue, elle travaille comme une ethnologue. Elle va chercher chez ces gens-là leurs souvenirs, mais dans le respect des souvenirs, justement, dans le respect des souvenirs, dans le respect des personnes et tout. Et elle invente son histoire. Puis la façon de l'inventer, je trouve que c'est respectueux et puis en même temps très intéressant. C'est-à-dire qu'elle dit, OK, une année dans la vie de ces gens-là. Une année. Qu'est-ce qui se passe dans une année quand on vit quelque part? Il y a les fêtes, il y a les naissances, il y a les deuils, il y a les saisons, il y a au niveau de la religion, les fêtes religieuses. Donc, elle nous donne, dans le fond, un aperçu de ce qu'était la vie des pionniers de Gore. Puis, bon, dans le roman, aussi, à la fin du roman, il y a sa bibliographie. Elle a une bibliographie, comment dire, donc, par rapport à ce qui était publié à l'époque.
exhaustive sur l'histoire du Canada, l'histoire de la région. Puis elle avait son grand ami, comment il s'appelait, le recteur de Gore. Le Cannonball. Le Cannonball, c'est ça. Alors, on imagine les discussions qu'ils ont eues les deux, donc deux personnes cultivées, mais qui discutent en n'ayant pas toujours les mêmes points de vue sur la religion, sur l'histoire, sur la colonisation, sur le rôle des femmes, sur l'importance de l'argent, tout ça. Alors, on sent que c'est une femme qui, comment dire, donc c'est ça, elle aimait le monde, elle aimait les gens. Avant d'écrire son roman Land Possessed, elle a écrit des chroniques pour The Lachute Watchman que vous avez mentionné tantôt. Comment elle a commencé à écrire pour ce journal et d'où lui est venu le nom de Sunny Acre Sketches? C'était le propriétaire du journal, M. Giles, qui l'avait invité à publier des textes pour eux, hein, c'est ça? Écoute, elle a enseigné ici, elle revient, elle connaît du monde à la chute, elle rencontre M. Giles, qui est propriétaire à ce moment-là d'une imprimerie et puis du Lachute Watchman. Puis, au même moment où à peu près son mari, M. Cook, est en train de faire un doctorat aux États-Unis, à New York, dans le domaine de l'éducation. Elle se dit, tiens, lui écrit une thèse de doctorat, pourquoi est-ce que moi, j'écrirais pas aussi? Là, j'invente. J'invente complètement, là, ce que je suis en train de dire. Mais je me dis, c'est le cheminement de cette femme, aussi intelligente que son mari, mais qui n'a pas envie de faire une thèse de doctorat, mais qui se dit, j'aimerais ça écrire. Parce qu'elle a quelque chose à dire. Voilà. Puis ce qu'elle a à dire, c'est de raconter ce qui se passe autour d'elle. C'est comme écrire un almanach, c'est comme écrire... c'est ça, elle raconte. Elle raconte. Qu'est-ce qu'elle voulait faire découvrir à ses lecteurs à travers ses chroniques? Elle voulait faire découvrir, partager sa passion pour l'histoire locale, pour ce qu'elle vivait, partager des moments, des tranches de vie, autant avec sa fille qu'avec son mari, que dans ses voyages, dans ses découvertes ou dans ses réflexions sur la vie. C'est comme un petit journal intime, un peu, hein? Oui, Journal de bord, journal intime, oui. Partager les recettes qu'elle a aimées. Oui, tout à fait. Puis ces recettes, habituellement, c'est des recettes de bonne cuisine de base. Pas chères, nourrissantes, etc. Puis, parfois, il lui revient des souvenirs de son enfance où on faisait donc des gâteaux d'une certaine façon et tout. Donc, elle retrouve les recettes de son enfance pour donner ça. Elle parle du théâtre qu'elle va voir à Montréal. Elle parle des films qu'elle voit au cinéma. Et les émissions de télévision, elle n'en parle pas trop parce que elle aime regarder, oui, certaines émissions de sport, mais pas le hockey, parce qu'elle trouve que c'est trop violent. Le hockey. Elle dit, c'est pas du sport, c'est trop... on se bataille trop au hockey. Donc, c'est ça. C'est pendant 20 ans, faut le faire, hein? Et comment les gens réagissaient à ces chroniques? Est-ce qu'elles étaient aimées par sa communauté? Bien, elle le dit que oui. En général, je pense que oui. Des critiques étaient bonnes, d'autres mauvaises. Elle en parle un peu, mais on n'est pas tombé sur des commentaires là, des lecteurs. Là. Là, c'est pas la chronique, là, mais si on parle du livre, il y a le Montreal Gazette, une des chroniqueuses littéraires du Montreal Gazette qui a fait une critique de son roman historique. Mais sinon, pour ses chroniques, on peut juste se baser sur ce qu'elle a dit, ce qu'elle pensait que les gens ont aimé ou pas. Oui, c'est ça. Non, là où il y a le plus d'évidence du rapport entre elle et ses lecteurs, c'est quand elle a... Parce que le roman a d'abord été publié par chapitre. C'est ça. Dans le journal. Donc, par chapitre, un chapitre par semaine. Il y a combien de chapitres? 20. Une vingtaine, oui. Donc, pendant 20 semaines, il y a eu un chapitre publié dans le journal. Et là, les gens ont réagi. Parce que là, les gens ont trouvé que parfois, elle y allait trop fort dans sa description des mœurs
des habitants de Shrewsbury. Parce qu'elle prenait position sur ses mœurs? Elle dit, je décris ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a raconté, dans tout le respect que j'ai pour ces gens-là, pour ceux qui m'ont raconté, qui sont mes amis, et pour leurs ancêtres que j'ai appris à apprécier. Mais vous savez, ça arrive à tout le monde. Hein? Si j'avais à décrire Jean-François, par exemple, Jean-François pourrait dire, mais non, c'est pas moi, parce que non, je suis pas... Alors, je dirais, oui, mais c'est comme ça que je te perçois, c'est comme ça que je te... Bon, c'est ce qu'elle a dû faire dans son roman. Elle a dû changer les noms de famille des gens qui existaient vraiment pour pas nécessairement mal paraître ou blesser certaines façons de voir que les familles peuvent avoir d'eux-mêmes, leur réflexion d'eux-mêmes, ça peut les blesser donc, ou les heurter dans leur sensibilité. Donc, elle a changé des noms, mais quand le livre est sorti, apparemment, d'après quelques personnes à qui j'ai parlé, qui sont des familles de souche de la région, ils ont dit, oui, c'est vrai que notre famille, on s'est vu là-dedans, puis on trouvait qu'elle avait mal représenté ce que nous, on était à cette époque-là. Mais elle ne prend pas position dans le roman si c'est bien ou c'est mal. Elle fait juste décrire un mode de vie de l'époque ou certains comportements, mais pour des familles qui ont grandi, qui se sont reconnues là-dedans, peut-être certaines personnes se sont senties visées ou que leurs ancêtres ont été comme mal interprétés par l'auteur. Comment une chroniqueuse devient-elle auteur? Oh là là, le démon, c'est le seul roman qu'elle a publié, le démon de l'écriture. Moi, je pense qu'elle faisait les deux en parallèle. Elle ne le dit pas. Elle ne dit jamais dans ses chroniques, sauf à la toute fin. Elle ne dit jamais, je suis en train d'écrire un roman. Il y a quelques indices à certains endroits dans les chroniques, mais il faut vraiment lire entre les lignes. Donc, elle le fait en parallèle, de façon, comment je dirais ça? De façon très humble, parce qu'une chronique, c'est quoi, 5 pages, on va dire? Un roman, c'est un truc de longue haleine. C'est un truc de longue haleine, donc ça demande un autre souffle, ça demande... puis elle a fait beaucoup de recherches, comme on a dit. Donc, elle a sûrement fait les deux en parallèle, sûrement. Parce qu'elle a commencé ses chroniques, elle avait 50 ans à peu près, puis son livre sort quand elle a 72 ans, 73 ans, donc c'est comme son magnum opus là, à la fin, mais c'est comme si elle avait travaillé toutes ces années-là vers ce but-là, cet objectif-là, de publier enfin son roman. Et comment, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, Hélène, de la façon dont elle a recueilli les informations nécessaires pour ce livre. Donc, elle a parlé avec les gens de la place. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Oh, elle aimait beaucoup les maisons, justement, à cause de sa maison, Sonny Acres, qui était une maison ancienne. Elle aimait beaucoup les maisons. Alors, elle allait visiter les gens qui ouvraient leurs portes pour voir comment, justement, les pionniers construisaient leurs maisons. Et probablement qu'à cette occasion-là, elle posait toutes sortes de questions. Une fois que tu es entré dans la maison, posait toutes sortes de questions. Elle était là pour leurs anniversaires, les anniversaires de mariage et tout. Comment je dirais ça? Vous savez, une maison, on vit dedans, mais on vit avec. On vit avec une maison. Et donc, le voir... Et entrer dans une maison, c'est déjà comprendre qui l'habite, c'est déjà comprendre le lien. Il y a des matériaux dans une maison, il y a des formes dans une maison, l'emplacement des fenêtres, la cheminée en pierre, tout ça, ça parle aussi beaucoup des gens. Puis elle avait un grand amour non seulement pour sa maison à elle, qu'elle a nommée Sonny Acres. Moi, je me dis, c'est un très joli nom pour une maison, Sonny Acres. Je me dis, ouais. La traduction en français pour les gens qui nous écoutent, c'est? Acre ensoleillé. Acre ensoleillé. Parce que c'est le versant sud, donc beaucoup de soleil toute la journée, le balcon en avant. Donc le soleil est là toute la journée. Là. Ouais. Puis elle aimait beaucoup les fleurs jaunes, soleil aussi. Oui, son mari, lui, c'était l'amateur de champignons. Alors lui... dès que l'automne arrivait, il partait aux champignons. Et à ce moment-là, il disait, bon, je deviens la veuve des champignons. Comme on parle de veuve des chasseurs, là, elle était la veuve des champignons.
C'est ça. Et puis sa fille Elizabeth a suivi dans ses pas, puisqu'elle est devenue aussi institutrice. Elle a aussi fait ses classes en formation des maîtres. Et voilà, c'est ça. C'est une vie qui est allée en s'éteignant doucement et c'est Jean-François qui a remué les braises de tout ça. Jean-François, vous nous avez dit tantôt que vous avez connu Margaret Cook parce que quelqu'un vous avait prêté son roman Land Possessed. Est-ce que vous avez apprécié la lecture de ce roman et est-ce que vous pouvez nous donner un court résumé de ce qu'il traite? La première fois que je l'ai lu un peu de façon pas très concentrée. Puis c'est la deuxième fois quand je l'ai relu que là, ça m'a vraiment allumé dans le sens que j'ai pu voir dans ses descriptions les mêmes lieux que moi-même je fréquentais. Donc pour moi, c'était comme si la flamme s'est allumée, la lumière s'est allumée comme quoi, ah oui, ça parle de ma région, c'est un livre qui parle de mon coin de pays, ce qui est très, très rare de tomber là-dessus. Puis pas juste sur mon coin de pays, mais sa maison Sunny Acres est située seulement à 2-3 kilomètres de chez moi. Donc, on ne peut pas tomber dans le plus local que ça. Mm-hmm. Donc ça m'a beaucoup allumé. Puis, ça parle de 1869, les pionniers de Gore, déjà une deuxième génération qui commence sa vie dans le canton. Les forêts sont coupées, il y a des champs, il y a des maisons, il y a des familles qui s'établissent. Et puis, il y a un certain espoir pour l'avenir, d'un futur pour les pionniers qui vont pouvoir s'établir, qui ont fui l'Irlande. Parce qu'en Irlande, ils n'étaient pas propriétaires. Puis là, enfin, ils devenaient propriétaires des lieux, land possessed, ils possédaient la terre. Puis, à travers tout ça, il y a une histoire d'amour entre un garçon catholique et une fille protestante en filigrane. Puis, Et au moment où tu lis le roman, toi, l'église de Shrewsbury est toujours debout. Oui, l'église de Shrewsbury est toujours debout jusqu'en 2014 quand elle brûle, mais cette église-là datait de l'époque 1869, là, dans ces années-là. Là, oui. Donc, tu la connaissais, l'église? Je la connaissais, j'ai visité le cimetière et tout ça. Donc, tous les lieux qui sont décrits dans le roman, bien, je me suis mis un peu à la trace, à la recherche de ces lieux-là. Donc, ça m'a comme servi de guide pour le canton de Gore, là, essayer de voir qu'est-ce qui restait encore de cette époque-là. Et est-ce qu'elle est fidèle à la région à travers ses Oui, très, très fidèle. Il y a des endroits que je vois exactement, comme quand elle dit que de tel emplacement, elle peut voir Montréal à l'horizon. Mais quand tu retournes sur cet emplacement-là, ben oui, Montréal, avant qu'il y ait les arbres, c'était exactement dans cette lignée-là qu'on pouvait voir Montréal. Même des gens qui habitaient à Gore dans les années 70 disaient que oui, quand on passait sur le chemin Shrewsbury, on pouvait voir le Mont-Royal à l'horizon. OK. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de faire un documentaire sur la région de Gore à partir de son roman? Bien, en étant membre des Sentiers de Gore, on avait un projet de republier le roman. Puis là, des questions de droit d'auteur sont rentrées en ligne de compte. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour susciter de l'intérêt autour de Margaret Cook? Puis là, l'idée du film est venue. Un petit film, ça prendrait 10 minutes à faire. C'est ça, mais avant le petit film, c'était la pièce de théâtre. On savait que Don Stewart avait monté une pièce de théâtre en 2005 basée sur ce roman-là. On s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas la pièce de théâtre en français? Bon, pièce de théâtre, ça demande beaucoup de travail, de logistique. Les comédiens doivent apprendre leur rôle par cœur. Don Stewart a suggéré, pourquoi vous faites pas une lecture dramatique? C'est très économe, c'est facile, et puis ça suscite de l'intérêt quand même. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis en 2019, on a monté la pièce en français à l'église de Lakefield. Puis, oui, Trinity qui était ça, et c'est ça. En faisant ce projet-là qu'on s'est rencontrés, puis après ça, on s'est dit, on ne peut pas faire le livre encore, mais on a déjà des images tournées pour la pièce de théâtre. Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de ces images-là pour faire un film? Donc là, pendant 2 ans, on a travaillé là-dessus, on a eu du financement. On a passé la pandémie à faire le film. Le moment était propice parce que le réalisateur Daniel Voyer n'avait plus de contrat à cause de la pandémie. Donc là, il a pu consacrer tout son temps. Puis moi aussi, j'ai pu passer beaucoup de temps avec lui à travailler sur la réalisation, le montage du film. Le scénario. Le scénario avec Jannick Alexis, Hélène la recherche. Donc ça a été comme... on dirait que tout s'est enclenché naturellement, les astres étaient alignés. Donc, on est passé du film. Puis toute la recherche qui est allée dans le film et pour la pièce de théâtre, surtout dans le film avec Hélène et moi et Jannick et Alexis, on a pu réinvestir ça dans la biographie de Margaret Cook. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la biographie
c'est des choses qui ont été utilisées ou qui ont servi dans le film. Oui, en plus, on est allé chercher des documents officiels, des testaments, des actes d'achat. C'est ça, on va plus loin que le film. C'est ça, le film. En généalogie aussi, avec le site. Donc, la biographie et le documentaire sont complémentaires. Absolument. Oui. Ils servent comme compagnons de route l'un pour l'autre. Oui, parce qu'on s'est dit, un film, il faut que ça respire. On ne peut pas avoir trop de contenu narratif, descriptif, historique. On veut garder l'intérêt, susciter l'intérêt, puis aussi faire rêver un peu par les écrits de Margaret Cook. Mais ce que je trouve que le film réussit, c'est de nous faire apprécier Gore par des bribes. On peut laisser, il y a beaucoup de place à l'imagination. Et puis, en même temps, faire un lien avec aujourd'hui, avec la fin du film, à la toute fin, avec justement les sentiers. Oui, c'est ça. De Gore, tout ça. On dirait que l'esprit de Margaret Cook est encore présent avec nous aujourd'hui, où est-ce que son amour et sa passion pour la région, pour la nature, bien, nous, les Sentiers de Gore, comme organisme, on a une mission qui est double, c'est oui d'aménager des sentiers pédestres, mais aussi de partager ou de susciter l'intérêt des gens pour l'histoire de notre région, pour le patrimoine. Puis en faisant tout ça ensemble, je pense qu'on atteint tous nos objectifs. En quoi est-ce que Margaret Cook nous aide à mieux comprendre l'histoire d'Argenteuil? Dans le fond, il y a plusieurs personnes qui ont vu le film et qui m'ont dit à moi, peut-être à toi aussi, chacune des régions au Québec devrait avoir un film comme ça. Devrait avoir un film comme ça, c'est-à-dire un film sur la région, qui raconte le passé de la région et qui fait un lien avec le aujourd'hui de la région. Et que c'est ça, dans le fond, l'importance qu'elle nous a, la chose importante qu'elle nous a fait réaliser, qu'elle nous a fait comprendre, Margaret Cook, que l'histoire, bien sûr, c'est le passé, mais l'histoire, c'est aussi aujourd'hui, c'est aussi le présent. Et puis qu'il faut plonger dedans, comme elle a plongé dedans aussi. Répétez votre question encore, c'était quoi la... J'avais demandé comment Margaret Cook peut nous aider à mieux comprendre l'histoire d'Argenteuil. C'est un regard c'est personnel, mais en même temps, elle est allée chercher tellement de comptes rendus d'histoire de son voisinage, de ses amis, des descendants des pionniers de Gore. Elle a marché la région, elle l'a explorée, elle l'a approfondie au niveau de ses connaissances, que c'est comme un legs, un héritage qu'on est allé trouver, qui avait été enterré, oublié, qu'on a fait ressurgir du passé, que si ce roman-là n'avait pas existé, on aurait complètement oublié cette histoire-là. Puis maintenant, bien, on peut l'apprécier à sa juste valeur. Puis on dirait que tous les morceaux du casse-tête, avec ses chroniques, avec nos conversations avec sa fille Elizabeth, on a pu comme retrouver un peu l'histoire oubliée du canton de Gore avec vraiment une façon très, très personnelle. Parce qu'autrement, il faut aller fouiller dans les procès-verbaux des municipalités, ce qui est beaucoup moins réjouissant. On va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de Margaret Cook? Moi, personnellement, que c'est une femme, oui, qui a osé, comme vous le disiez un peu plus tôt, qui a osé, à cette époque-là, dans les années 40, 50, 60, faire des choses que les femmes ne faisaient pas à l'époque sur la place publique. Écrire sur la place publique, donner son opinion sur la place publique. Elle avait du cran. C'est une femme qui avait du cran. Et oui, parce que, écoute, à la même époque, les femmes commençaient à peine. Judith Jasmin, qui est une de nos premières journalistes au Québec, commençait à peine à écrire à la même époque. Gabrielle Roy, romancière et journaliste, commençait aussi à peine à écrire à la même époque. Donc, elle fait partie de ce groupe sélect de femmes. Donc, oui, il faut que son livre trouve sa place sur les rayons des bibliothèques à côté de ces livres-là, de ces autres livres écrits par des femmes. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve que c'est important de Margaret Cook, c'est sa rigueur au niveau de sa fréquence de publication. C'est mensuellement, à chaque mois,
une chronique. C'est beaucoup de travail. Puis ce travail-là, bon, c'est qu'il ne soit pas perdu, qu'il puisse perdurer dans le temps aujourd'hui, qu'on puisse encore l'apprécier. Je pense que c'est ce qui serait le plus important. Là. Je trouve que c'est beau que, tout comme Margaret Cook, n'a pas voulu que l'histoire des pionniers d'Argenteuil sombre dans l'oubli. Donc, c'est pour ça qu'elle a écrit Land Possessed. Je trouve que vous lui rendez l'appareil d'une certaine façon en vous assurant que ses ouvrages à elle ne tombent pas dans l'oubli. Donc, c'est très beau. Finalement, comment on peut se procurer une copie de la biographie et ou du documentaire? Le documentaire et la biographie sont en vente à la Galerie La Route des Arts, ici à La Chute, 76 rue Clyde. Et il y a aussi des copies du film et de la biographie qui sont disponibles pour emprunt à la bibliothèque Jean-Marc Belzile à La Chute, ici même. Mm-hmm. Et sinon, si les gens n'habitent pas la région, ils peuvent toujours nous contacter par courriel, visiter le site web descentiersdegore.com ou par courriel à info@lessentiersdegore.com. Donc, soit pour la biographie ou pour le documentaire. OK. Et j'ai cru comprendre qu'une version anglaise du film est en... Oui, en production présentement, oui. On espère pouvoir sortir la version anglaise d'ici le mois de décembre ou au printemps 2023. Parfait. Et vous organisez également une activité le samedi 8 octobre? Oui, samedi 8 octobre, une virée en autobus sur les traces de Margaret Cook, un retour à Shrewsbury. Un départ à 9 h le matin pour les francophones et en après-midi pour les anglophones. Inscription obligatoire, place limitée, toujours par courriel info@lessentiersdegore.com. Pour les francophones et pour les anglophones, oui, c'est ça? Oui, pour les deux, oui. Parce qu'on avait déjà essayé, on a déjà fait une tournée en autobus en 2017 et puis c'est plus facile pour le traducteur de se concentrer sur une langue à la fois. Évidemment. Hélène Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir transmis votre passion pour Margaret Cook et ce qu'elle représente pour la région de Gore et d'Argenteuil. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous et on se retrouve très prochainement.